l'économie de tourner. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme une maison, quoi. Un père n'a pas d'enfants pour avoir comme ambition de les retenir dans la maison pour la vie. Il y a aucune. C'est-à-dire, la fierté, c'est quoi? J'ai élevé des enfants qui sont devenus quelqu'un, des modèles, etc., qui sont allés fonder d'autres familles, des familles qui sont des exemples, etc. C'est ça. Ok. Et donc, quand je vois une personne qui ne veut faire, c'est-à-dire aucun effort, qui veut toujours se reposer sur, qui sort toujours des excuses, je dis, bon, essaie d'aller trouver un travail où tu n'as pas de pression. D'accord. Voilà. J'ai suivi une interview avec Falilou où vous parliez de votre femme. Vous êtes mariés, c'est ça? Yeah. Oui. Quelles sont les leçons que votre femme vous a apprises? Et est-ce que votre vision de l'entrepreneuriat a changé? Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ici le boy Habib Sall aka Serigne Modou Sall. Bienvenue au Cercle d'influence, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Notre invité d'aujourd'hui est un expert en entrepreneuriat, coach formateur digital et fondateur du Business Expertise, qui est une plateforme francophone destinée à former les jeunes, les professionnels, les particuliers dans leur transformation digitale. Donc, sans plus tarder, aidez-moi à accueillir sur le cercle mon cher Emmanuel Arthur, plus connu sous le nom de Manu Arthur. Mon cher ami, wow. Bienvenue au cercle. Waouh, on vient de m'appeler expert. J'ai des frissons. Je vais dire Amine, quoi. Non. Okay, pour le moment, je préfère me qualifier de passionné de l'entrepreneuriat parce que j'aime bien tout ce qui est au-delà du fait en fait de démarrer un business et de l'aspect économique. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est que ça te change personnellement, quoi. Okay? Tu deviens une autre personne. Ça, c'est des objectifs personnels qui sont dedans. Et au-delà encore des objectifs personnels, il y a des objectifs externes, c'est-à-dire l'impact que tu viens apporter sur ce monde. Et comme tu l'as dit, inspirer, okay, avant d'expirer. C'est ça le but, quoi. Donc, on va tous expirer. Donc, pendant que nous y sommes, mieux vaut en faire un truc inspirant. C'est tout à fait ça, quoi. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas, qui est Emmanuel? Imaginez si on était à l'école élémentaire et qu'on partageait la même classe. Qui est Emmanuel Arthur à l'âge de 10 ans? Ensuite, 20 ans, après, on va retracer le parcours avant d'entrer dans l'entrepreneuriat et tout. Bon, 10 ans, c'est quoi? C'était la classe de CM2? Ouais. Bon, j'étais un bon élève quand même, ok, avec toujours plus que la moyenne, quoi, parce que c'était, à notre temps, c'était des moyennes sur 10. Ok, moi, j'étais tout le temps sur du 8. Donc là, c'était le niveau d'un bon élève. Tout le temps sur du 8 et je sortais pas quand même des 10 premiers, quoi. Donc ça va, quoi. Et bon, j'étais un enfant normal quand même. Ok. Normal et un enfant quand même qui a su très tôt prendre ses responsabilités dans pas mal de choses. Par exemple, je me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, quand je voulais m'acheter un ballon de foot, etc., je ne dérangeais pas trop mes parents. Qu'est-ce que je faisais? Je pouvais prendre une petite partie de mon petit déjeuner que je mettais de côté. Et jusqu'à ce que j'ai la somme pour acheter un ballon de foot. Et j'allais m'acheter mon ballon de foot, quoi. Parce que je ne voulais pas déranger les parents tout le temps. Parce que je savais qu'ils avaient déjà des responsabilités qui étaient assez importantes. Beaucoup plus importantes qu'acheter un ballon de foot. C'était quoi? C'était de mettre de la nourriture sur la table. Payer les factures, le loyer, etc. Donc, payer ma scolarité déjà. Bien qu'ils n'avaient pas trop les moyens, mais ils se sont débrouillés pour que je puisse faire mon cursus primaire dans une école privée, quoi. Donc ça, c'était le Manu de qui. Et voilà, quoi. Et quand même, j'ai eu un père qui a toujours été très exigeant dans le domaine des études. Après
À chaque fois, après l'école, c'est quoi? Tu viens, tu fais tes exercices. Bon, tu peux avoir quelques... Bon, quand c'est la semaine en général, je n'allais pas trop jouer. Okay? Avec les amis le soir, c'était je viens directement, tu prends ton bain, tu commences à réviser automatiquement. Après le dîner, tu vas te coucher. Okay? Le week-end aussi, j'avais pas tout le week-end pour moi. Qu'est-ce que mon père faisait, même s'il devait sortir durant le week-end? Il prenait énormément de livres, il vient, il te coche pas mal d'exercices, il te dit avant le soir, je veux que tu me termines tous ces exercices. C'est-à-dire, il t'occupe. C'est-à-dire, il te donne tellement d'exercices que toi-même, tu sais que tu ne peux pas le terminer c'est-à-dire en une journée. Et quoi, après, c'est maman qui me disait, OK, c'est bon, tu as assez travaillé de la journée, tu peux sortir, je dirais à ton père que c'est moi qui t'ai donné la permission. Ça, c'était le moment de 10 ans, quoi. Donc, on peut dire que c'est vos parents qui vous ont inculqué cette éthique du travail, ce sens d'entrepreneur et cette manière de voir le monde. Quels sont les principes et les valeurs que vos parents vous ont inculqués et qui continuent de vous aider dans la vie? Look, mon père, il a toujours été quelqu'un qui aime travailler, qui se donne à fond, c'est un travailleur, etc. C'est toujours le style hard worker, quoi. Yeah. OK? Tout se gagne, quoi. Tout se mérite. Voilà, rien n'est donné. Voilà. Lui, c'est quelqu'un qui est voilà, toujours un homme de terrain. OK? C'est quelqu'un quand même qui a beaucoup voyagé. OK, parce qu'il était marin, il travaille dans les bateaux, etc. Donc, il a beaucoup voyagé à travers pas mal de continents. Donc, et il a toujours, donc, même après son travail dans les bateaux, il a pas croisé les bras, il a continué à faire d'autres métiers, de peintre, etc., peintre bâtiment, etc., quoi. Super. Donc, parmi les valeurs qu'il m'a vraiment transmis, c'est quoi? C'est l'amour du travail, quoi. Parce que lui, rien ne le stoppe. Jusqu'à présent, tu l'appelles pour du travail, il se lève, il fait ce qu'il a à faire, et puis c'est bon, quoi. On fait ce qu'on a à faire et puis on avance. Super. Je vois ça en toi. Maintenant, Emmanuel, à l'âge de 20 ans, vous avez votre bac. Vous êtes beaucoup plus âgé, vous commencez à comprendre la vie. C'était comment, en fait, le processus de croissance, d'amélioration? Alors, le bac, je l'ai eu, je pense, à 18 ans. Et bon, comme tout jeune en général, avant d'avoir le bac, on se fait des idées, quoi. C'était quoi les idées? Moi, mon truc, c'était quoi? Il me faut un métier qui me permet de gagner assez d'argent avec un très bon salaire et un métier aussi. Si le métier peut me permettre de beaucoup voyager, ce serait super. Yeah. Donc, diplomatie. C'est le calcul assez facile que je me suis fait, quoi. OK, donc diplomatie, quoi. Mais après, je me suis dit, mais la diplomatie, après, qu'est-ce qu'il faut? Donc, un bon diplomate, ça, c'est des idées que j'ai même pas essayé de vous demander des conseils, quoi. Un bon diplomate, c'est quelqu'un qui, normalement, doit pas parler plusieurs langues. Donc, en terminale, j'étais assez bon en espagnol. Espagnol, OK. C'était la langue où... Voilà. Et après... Comme j'avais perdu mon niveau en anglais en 6e, 5e, etc., c'était pas mal. Mais après, avec les fréquentations, etc., l'anglais, c'était pas... Voilà, quoi. J'étais devenu très nul, toujours des sous-moyennes en anglais. J'ai eu la chance de tomber sur un professeur qui est extraordinaire, quoi, Madame Sarr, et je lui rends hommage aussi. On s'est entendu pas. Voilà, parfois, on est de nouveau en contact. Donc, c'est elle qui m'a vraiment transmis la passion, l'amour de l'anglais. Et j'ai commencé à vraiment travailler l'anglais en terminale. Et j'ai recommencé à avoir de bonnes notes. Et je me suis dit que c'est ce que j'allais faire à l'université. Et donc, si j'ai l'anglais, après, je vais essayer de faire le concours pour faire le concours de l'ENA, École nationale de l'administration, pour faire la diplomatie, etc., quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler l'anglais. J'ai eu un bon niveau en terminale. Et puis, je suis allé à l'université et j'ai intégré le département d'anglais, quoi. Okay. Voilà, le département d'anglais. En terminale, quand même, moi, j'ai toujours été... voilà, quoi. Je me suis tellement battu, j'ai bien travaillé. Et travailler avec la méthode, c'était pas le genre d'élève qui attend la date de l'examen un mois avant l'examen. J'ai été très méthodique. J'ai appris au jour le jour mes leçons, etc. Et avant le bac, j'ai su que j'allais passer le bac avec d'office, quoi. Super, et j'ai dit ça aux gens, que moi, il me faut juste, parce que j'étais juste nul en maths, quoi. J'ai dit aux gens, il me faut, pour avoir un d'office, j'ai fait mon calcul,
il me faut un 5 en maths pour avoir un d'office. Et exactement, au bac, j'ai eu 5 en maths et j'ai eu d'office. Maintenant, l'université. Quand est-ce que l'entrepreneuriat est entré dans l'équation? C'était bien avant l'université. Ah bon? Expliquez-moi. C'est-à-dire, tout ce qui est business, tout ce qui est activité qui rapporte de l'argent, en tout cas, c'était bien avant l'université. Parce que je me rappelle, nous, quand on était jeunes, en 2007, etc., qu'est-ce qu'on faisait? Avec les amis, on organisait des soirées entre 500 et ça générait des revenus, quoi. OK? Après ça, je me rappelle, après le BFM, quand j'ai eu mon BFM à 15 ans, il y a eu pas mal d'enfants de ma génération. C'était quoi? C'était, tu as le BFM, tu as des cadeaux de la part des parents, tu as droit à une colonie de vacances. Mais moi, mes parents, ils ont pas ces moyens. You know what I'm saying? Et ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, moi, je peux profiter de mes vacances, aller jouer au foot, revenir, etc. Mais qu'est-ce que ça me rend? Ça me rend rien du tout. Moi, je préfère avoir quelque chose dans la poche et après, je me sens mieux quand j'ai quelque chose dans la poche, quand je peux me prendre en charge, quand je peux soulager un peu mes parents. Donc, déjà, le fait d'avoir eu un BFM, ça faisait déjà très plaisir à mes parents et c'était une fierté, etc. Et je me suis dit que c'était pas suffisant. Avoir un BFM et rien dans la poche, ça sert absolument à rien. Et j'ai commencé à travailler comme manœuvre maçon. Oh, wow. Vous avez fait manœuvre maçon? À 15 ans, très skinny. J'étais très skinny, beaucoup plus skinny que ça. Je suis toujours skinny, beaucoup plus skinny que ça. Et c'est comme ça, quoi. Pour recevoir quelque chose, voilà, quoi. C'est 1000 francs la journée. Le mois, ça te fait 30 000 pour un enfant de 15 ans. Ça va, quoi. OK. Ça, c'est ça. Après, quand j'ai fait l'université, première année, deuxième année, il y a eu des amis qui ont eu l'idée de faire, avec des amis, on a eu l'idée, en fait, de commencer à organiser des soirées house party. Ok, je vois. Ici, aux Almadies, voilà quoi. On a fait des house parties de 2011 et ça a grandi, c'est devenu un grand business, devenu un business qui pouvait nous rapporter un chiffre d'affaires voilà quoi. On pouvait se faire 5 millions, 7 millions en une soirée. Et là, ça me permettait d'avoir... c'était un vrai business. Non, c'était un vrai business. Et donc, on le faisait ça plus pour du business, quoi. Nous, les initiateurs, on y était plus pour du business, en fait. Et je te dis, c'est grâce à cette activité-là qu'on a commencé à être en contact avec le marketing digital sans le savoir, quoi. Parce que en 2011, on avait quoi? Que Facebook. On n'avait même pas encore WhatsApp. Et c'est comme ça, pour communiquer sur nos soirées, c'était des stratégies sur les réseaux sociaux et aussi, parfois, on descendait aussi sur le terrain. Mais c'est à ce moment-là qu'on a commencé à être en contact avec le marketing digital parce qu'aujourd'hui, je suis digital stratégiste. Tout a démarré là-bas, en quelque sorte. Voilà, c'est le truc avec le digital, ça a démarré là-bas. Et ça me générait énormément de sous, quoi. Super. Voilà. Donc, d'abord, quelle est votre définition de l'entrepreneuriat? Ensuite, croyez-vous que l'entrepreneuriat, on est né entrepreneur ou on le devient? Alors, pour moi, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est là pour changer le monde. De manière succincte, quoi. Yeah. Mais de manière développée, c'est quoi un entrepreneur? OK. Quand je dis pour changer le monde, je vais développer. OK. C'est-à-dire, toi, tu vois une situation dans un domaine, dans ce monde, par exemple, tu dis, OK, moi, ici, au Sénégal, qu'est-ce qu'on a comme problème? On n'est pas autosuffisant en aliments. Qu'est-ce qu'on manque? On importe beaucoup de viande. Comment on importe beaucoup de viande? Qu'est-ce que je peux faire pour changer cette réalité-là pour que le Sénégal puisse produire sa viande? OK? Donc, je vais entrer dans l'élevage et le but, c'est quoi? J'ai une vision. L'autosuffisance du Sénégal ou bien de l'Afrique en viande. On n'importe plus en Europe. Et je commence par un mouton, tu vois, ou bien je peux commencer par des poulets. Je commence par des poulets, mais l'ambition que j'ai, c'est d'avoir une grande usine de production qui puisse servir tout le Sénégal, avoir des succursales dans d'autres pays, etc. Et c'est ce changement-là, c'est cette dynamique-là que tu veux mettre en place. C'est ça l'entrepreneur. C'est pas la personne qui se lève et qui se dit on vit des situations difficiles, j'ai pas trop d'argent, j'ai des problèmes pour arrondir mes fins du mois et je me lance dans l'entrepreneuriat pour être bien, quoi. OK? En général, ceux qui le font, ils sont toujours dans des problèmes, ils s'en sortent pas. Mais regarde les grands de ce monde, que ce soit Bill Gates, que ce soit Steve Jobs,
Bill Gates, Steve Jobs avec Apple, c'était quoi? Il avait une vision. C'est pas, vous verrez jamais dans une vidéo de Steve Jobs où il dit oui, moi je vais être milliardaire, je vais être riche. Vous verrez jamais un Jeff Bezos ou bien un Elon Musk parler de lui-même, parler des réalisations personnelles qu'il veut réaliser. Tu vas avoir un Elon Musk, il se dit, ok, moi, je vois la Terre qui est en danger, qui est en train de mourir parce qu'il y a le réchauffement, etc. Donc, ma vision, c'est quoi? En tant qu'entrepreneur, je veux sauver le monde. Comment est-ce que je sauve le monde? C'est à travers une technologie électrique. Je vais proposer des voitures électriques qui vont émettre moins de gaz et qui vont émettre zéro gaz, et ça va permettre de mieux protéger le monde et on va sauver le monde. Donc, c'est des choses qui vont au-delà de leur propre personne. C'est ça, un entrepreneur. Donc, l'entrepreneuriat a un caractère social, pas simplement capitaliste. Non, c'est plus que du social, ça. C'est-à-dire, toi, tu es comme un prophète, en fait. Et là, en fait, en général, un vrai entrepreneur, quand tu parles de ta vision, il faut que les gens normaux vont te prendre pour un fou. Mais qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, il y a Elon Musk qui parle de quoi? D'aller occuper Mars. Oui, les gens, il y a pas mal de gens, ils se disent que mais c'est impensable avec la température qui est là. Mais lui, il se dit pas que c'est impossible. Il est en train de réfléchir et il se dit comment. Ouais, c'est ça, quoi. Donc, forcément, il faut avoir des idées un peu farfelues pour les gens, un peu... voilà, quoi. Imaginez, il y a un jeune qui nous écoute et qui entend tout ce qu'on s'est dit là, et qui se dit, en fait, pour être entrepreneur, il faut avoir des rêves fous. D'une part, je suis d'accord. Mais si on devait, en fait, désintégrer le processus et commencer au plus bas de l'échelle, monter un petit peu, est-ce qu'il y a d'autres moyens? Parce qu'il y a des gens, en fait, qui prennent le message et qui pensent que il n'y a pas un point de départ. On doit juste viser haut. Et puis, d'un jour au lendemain, on arrive. Par exemple, Elon Musk, ça lui a pris 20 ans avant d'être là où il est. Yeah. Il a commencé par X, après PayPal, après SpaceX, après tout. Vous voyez, Jack Ma, Yes, ils ont tous commencé. Certains ont démarré de zéro, d'autres ont démarré dans le garage même. Yeah, d'autres ont démarré à pas zéro, à moins 50. Donc, c'est important de montrer le processus. Donc, pour quelqu'un qui nous écoute, quel est le processus? Imaginez un jeune qui vient de sortir de l'école et qui veut entreprendre. Est-ce que vous avez un processus particulier que vous pouvez donner à ce jeune et que s'il le suit, il pourra arriver à la destination voulue? First of all, la première des choses, c'est quoi? C'est de prendre une décision. Sans décision, tu ne vas rien faire. Moi, je prends la décision d'impacter dans ce monde, d'apporter ma touche dans ce monde, de laisser mon empreinte et d'une manière positive. C'est pas pour moi, c'est pour les autres. Parce que le travail de Elon Musk, c'est pas pour lui. Il va laisser ça ici, il va laisser sa technologie. C'est nos enfants, c'est ses arrière-petits-enfants, pas ses enfants à lui directement, c'est le monde en fait. Ok. Donc tu prends une décision d'être une autre personne, d'être une personne qui va impacter ça. Donc, après la décision, c'est le mindset. Il y a plein de gens, ils pensent que non, il suffit d'avoir une belle idée de projet et avoir un financement pour lancer son projet. Ça, tu le fais, tu es un businessman, quoi. Et il faut carrément que les gens sachent qu'il y a différence entre businessman, homme d'affaires ou femme d'affaires, et entrepreneur. L'homme d'affaires, c'est quelqu'un qui... C'est-à-dire, il y a deux types d'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat économique, c'est-à-dire, tu fais par circonstance. Capitaliste, quoi. Voilà. Il y a l'entrepreneuriat. C'est pas social. Ça, c'est de l'entrepreneuriat de leadership. OK. C'est quoi exactement? Voilà. Parce que, il y a l'entrepreneuriat de leadership. L'entrepreneuriat de leadership, tu le fais pour impacter. OK. Ça, c'est l'entrepreneuriat de leadership. Okay. Et en fait, quand tu dis social, ça ressemble un peu à ce que fait l'UNICEF, etc. Ils ne servent pas trop à grand-chose. Ça, je vous le dis. Peut-être j'ai mal utilisé le terme, mais c'est plutôt dans le sens tu fais pour les autres. Oui. Et je vous dis, les trucs sociaux là, ça, pour moi, ça ne sert pas à grand chose, quoi. C'est bien. OK, de faire des trucs sociaux. On va construire des choses pour les gens gratuitement, etc. Moi, je préfère apprendre aux gens à pêcher
que de leur donner du poisson. Parce que le social, c'est plus que ça. On va prendre du poisson, on va donner aux gens de quoi manger. Après, demain, ils auront... Okay. Une bonne partie, je veux dire, une bonne partie. L'UNICEF, qu'est-ce qu'ils font? Oui, quand il y a l'UNICEF, l'UNHCR, UNESCO, on vient construire des trucs gratuitement pour les gens. Quand j'utilisais le terme social, c'était plutôt... Non, je ne parle pas par rapport à toi. Si, non, je comprends. Yeah. Ok, je vous laisse continuer. So, je ne parlais pas après. Non, je comprends. So, voilà, l'entrepreneuriat, en fait, il faut comprendre que dans un premier temps, il faut prendre une décision. On prend une décision de, c'est, il faut le mindset, c'est-à-dire, en général, la majeure partie des gens, ils ont un fixed mindset. Fixed mindset, c'est quoi? C'est les gens qui se mettent des idées et qui se disent, oui, moi, je suis comme ça, je ne change pas. Oui, la société est comme ça, je fais comme la société. Oui, mes parents m'ont éduqué comme ça, donc je ne peux pas changer, je suis comme ça. C'est naturel, c'est inné chez moi. Ça, c'est des fixed mindset. Donc, il faut changer de paradigme, être un growth mindset. Et savoir que, c'est-à-dire, tu peux devenir qui tu veux, tu peux changer si tu veux, tu ne te limites pas. Tu as le mindset d'un entrepreneur. Parce que un entrepreneur a sa manière de penser, a sa manière de se comporter, a ses habitudes aussi. Ok? Tu dois te construire de nouvelles habitudes pour avoir une nouvelle vie. Quelles sont ces habitudes, par exemple? C'est-à-dire, dans les habitudes, il y a pas mal de choses. C'est-à-dire de nouvelles routines. Ok. Moi, par exemple, dans mes habitudes, j'ai des habitudes alimentaires. Je ne mange pas de n'importe quoi. Je suis d'accord. Ok? Et quand même parfois, ça m'arrive de manger de n'importe quoi, mais j'en abuse pas, quoi. J'en fais pas une habitude. C'est juste un cheating day, quoi. Ok? Un cheat day, par exemple. Ok? Et dans mes habitudes, aujourd'hui, je peux te montrer mon Google Agenda. J'ai programmé ma journée. Je dois faire ça à telle heure, après ça à telle heure, après ça, je dois venir faire le podcast de Abibou le mercredi. À partir de 21h, je dois être là. Avant ça, je sais ce que... C'est-à-dire, j'ai décidé de l'enchaînement de ma journée parce que la nature a horreur du vide. Ça, c'est des habitudes que j'ai. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce que je prends soin de mon corps? Je ne mange pas de n'importe quoi, je fais des activités physiques, etc. Je fais attention à moi. Quand je parle, comment est-ce que je dois parler? C'est-à-dire, quand je m'adresse à une personne, quelle est la meilleure manière de s'adresser à une personne pour ne pas la blesser, etc. Tout ça, c'est des habitudes que tu dois mettre en place et que tu dois intégrer parce qu'en fait, l'entrepreneur, c'est-à-dire ton business, c'est ton prolongement, c'est toi. Donc, si toi, tu n'as pas c'est-à-dire tu n'as pas le bon comportement, la bonne routine, etc., ça va impacter sur ton... Le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est d'investir sur vous-même. Sur vous-même. Et les gens que je coach, les gens qui me approchent pour du coaching, c'est la première question que je leur pose, c'est quoi? La première chose que je leur dis, c'est quoi? Tu vas entrer dans l'entrepreneuriat. Il faut savoir que dans un premier temps, le premier investissement que tu dois faire, c'est pas sur le produit, c'est sur toi-même. Est-ce que tu es prêt à investir sur toi-même d'abord? C'est la première question que je leur pose. Okay? Donc ça, c'est-à-dire, si tu es une personne, par exemple, qui a l'habitude, oui, moi, chaque jour, je me réveille à midi et oui, non, mais tu ne peux pas. Tu peux pas. C'est-à-dire, c'est pas une bonne habitude parce que après, quand tu es entrepreneur et que tu as des clients, que tu crées un business, c'est pas toi qui décides. Comme beaucoup le pensent, ils se disent, moi, je veux être entrepreneur pour pouvoir me lever, prendre mes dimanches. Pour être libre. Alors, et personne n'est libre. Voilà, leur liberté, c'est quoi? C'est je me réveille à l'heure que je veux, je prends des congés quand je veux. Non, quand tu as un business, mon cher, tu es moins libre qu'un employé. Parce qu'un employé, au moins, après ses heures de business, etc., il peut faire ce qu'il veut. Mais quand tu as un business, parfois, il y a des clients qui ont des exigences qui t'obligent à être opérationnel au-delà des heures que tu avais prévu de faire. 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est des mois, par exemple, c'est quoi? Hier, j'ai pas assez dormi. Il y a parfois, j'enchaîne des semaines sans avoir des nuits, sans avoir même 5 heures de temps par qui. Parce que c'est le business qui le... Bienvenue dans le club. Parce que c'est le business qui le... C'est-à-dire que c'est toi qui as choisi cette vie-là et ça va avec sacrifice. Malheureusement, même quand je parle de sacrifice, il y a pas mal de gens, ils le prennent. Non, on n'est pas des machines. Mais regarde. Il faut savoir trouver le juste équilibre. Mais après, tout un choix. Même par rapport à l'équilibre, moi, c'est-à-dire, bon, ça dépend après ça dépend des gens. Comment est-ce qu'on comprend l'équilibre, quoi. Mais je pense que moi, je vois en fait le corps humain comme le véhicule qui en fait emmagasine notre esprit, notre cerveau, nos organes, nos membres. C'est le véhicule principal. Si vous ne prenez pas soin de votre corps, peu importe vos activités, vous ne serez pas performant, ça c'est sûr.
Right. Donc, je pense que si vous arrivez à faire tout ce que vous faites dans une journée, c'est parce que vous prenez soin de votre corps, vous êtes dans un environnement sain et que vous êtes aussi motivé, passionné par ce que vous faites. Tout à fait. Donc, on a vu décision, mindset, les bonnes aptitudes. Les bonnes attitudes. Ouais, attitude, comportement, tout ça. Maintenant, après, il y a quoi? Les Après, compétences? là, tu vas... Regarde, il faut qu'il y ait des compétences. Ok. Sans compétences, qu'est-ce que tu vas proposer aux gens? Parce que les gens, ils veulent quand même que tu leur sortes un produit qui marche. C'est-à-dire, on ne te demande pas carrément de nous sortir quelque chose d'excellent, le meilleur des produits. On te demande juste de nous sortir un produit qui marche. Mais les constructeurs de voitures, ils n'essaient pas de construire la meilleure voiture au monde. Ok, sinon, les gens, c'est-à-dire, si quelqu'un arrive à construire la meilleure voiture au monde, les gens n'auraient même pas les moyens de payer. C'est-à-dire, ils essaient de te proposer quelque chose qui fonctionne. Et les choses chaque fois, ils démarrent quelque part. Avant d'avoir les smartphones, on avait des téléphones cellulaires. Après, on a eu des téléphones avec touche, mais qui se connectent. Après, ainsi de suite. Toi, avec ton business aussi, tu démarres très petit. Okay. Tu peux avoir une idée, tu peux avoir c'est-à-dire que tu dois te connaître. Avant l'idée de projet, tu dois d'abord te connaître. Chacun a son profil. Pourquoi c'est important de se connaître? Aujourd'hui, tu pourrais me demander, mais Manu, quel est le sport que tu pourrais me conseiller? Mais si je ne peux pas venir te dire, Abibou, il faut que tu ailles faire de la lutte. Si. Est-ce que vous aimez la lutte d'abord? Non, c'est pas... Oui, le choix, quoi. Est-ce que tu aimes la lutte? Est-ce que tu as le physique? Est-ce que tu as le mental? Est-ce que tu sais tenir? Est-ce que tu sais recevoir des coups? Est-ce que tu sais... Donc, tu regardes le profil. Mais si tu viens me dire, si je te pose des questions et que tu me réponds, tu me dises, en tout cas, moi, je suis une personne qui sait courir très rapidement sur de petites surfaces, qui aime bien utiliser ses bras, etc. Donc, tu es en train de me donner des éléments qui me conduisent vers le basketball. Et c'est la même chose. Dans l'entrepreneuriat, si dans un premier temps, tu parviens à connaître ton profil, à dire qu'est-ce que tu aimes bien faire, c'est quoi tes passions, c'est quoi tes compétences. Tu essaies de voir dans ce cercle-là, comment est-ce que tu peux créer une activité qui génère des revenus à travers toi, tes compétences, tes passions, et les choses dont tu es doué. Parce que naturellement, à chaque fois, si on demande à des gens de ton entourage, mais qu'est-ce que Abibou sait bien faire et que que tout le monde a remarqué, ils vont sûrement citer des choses. Ils peuvent te dire, Abibou, c'est un gars qui est très généreux, qui aime partager, c'est un gars qui est très inspirant, c'est un gars qui aime bien discuter d'idées, etc. Ok? Abibou, c'est quelqu'un qui aime avoir le leadership, etc. Donc, en ayant ces éléments-là, moi, je dis, non, mais comme il aime bien inspirer, etc. Mais pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas démarrer un podcast? Pourquoi? Parce qu'il aime inspirer et il aime bien échanger d'idées. Il va inviter d'autres personnes avec qui il va échanger des idées. Donc, c'est à travers ton profil que tu peux faire des activités qui te correspondent. Ouais. Et quand tu fais des activités qui te correspondent, tu as plus de chances de réussir. Parce qu'aujourd'hui, Abibou pourrait bien se lancer dans un business de poulailler et réussir. Mais Abibou a plus de chances de réussir dans une activité qui correspond à son profil. Okay. Maintenant, vous avez cité le fait d'interviewer vos proches. Est-ce qu'il y a d'autres outils que les gens... Par exemple, je vois certaines personnes qui font du 360, les tests de personnalité, par exemple, pour découvrir leur personnalité. Il y a des gens aussi qui approchent des coachs, des mentors, pour les guider en fait à se trouver. Donc, imaginez un jeune qui nous écoute. Il vous a écouté, il a pris la décision de devenir entrepreneur, il a développé le growth mindset, la mentalité d'amélioration et de croissance. Il a appris les bons comportements, les bonnes attitudes et il veut développer les compétences. Après les comportements, le mindset, après c'est le test de profil. Le test de profil, c'est ça, les personnalités. Voilà, il faut se connaître. Quelles sont mes compétences, dans quoi est-ce que je suis doué. Vous avez des outils à part les outils qu'on a cités là? Bien sûr. Oui. Est-ce que vous avez des outils à part les outils qu'on a cités pour découvrir son profil, sa personnalité? Il y a un outil qu'on appelle le Ikigai. Ikigai, oui. C'est les Japonais là. Il s'appelle... Et là, c'est un outil qui est basé sur ça. Hein. Ouais. C'est-à-dire, c'est 4 éléments. Sur la raison d'être. Ouais. Voilà, ta raison d'être, etc. Et c'est basé sur ces 4 éléments-là qui te permettent de te connaître. Si vous écoutez, si vous tapez sur Google Matrice Ikigai, I-K-I-G-A-I,
vous allez avoir un cercle où on vous indique en fait comment découvrir votre raison d'être. Je pense qu'il y a 4 questions à poser. Yes. Dans quoi est-ce que vous êtes doué, ce dont vous êtes passionné, ok, vos compétences, ce dont on peut vous payer, ça c'est vos compétences. Et ce dont le monde a besoin. Ces 4 questions-là. Voilà. C'est très important. Maintenant, test de profil après les compétences. Comment les gens peuvent en fait acquérir ces compétences? Mais tu vas te former. Ok. Tu vas te former. C'est des informations grises. On appelle ça des informations grises. Okay. Les compétences pour lesquelles les gens ils peuvent te payer. Donc, il faut aller chercher ça. Tu sais, ok, moi, je suis quelqu'un qui veut faire poulailler. Ne te lance pas dans le domaine du poulailler dans un premier temps et tu prends tes 1 million que tu balances dans le business du poulailler. Non. Va être stagiaire chez quelqu'un. Va travailler gratuitement s'il le faut pour quelqu'un qui a un poulailler et apprend. Okay. Parce que normalement, cette personne-là aurait pu te faire payer le stage-là. Ouais. C'est des compétences pratiques. Je viens de dire ça à mes étudiants. Mais je viens de dire ça à mes étudiants. Vous, on vous propose des stages gratuits. Des stages gratuits. Non, des stages non rémunérés. Et vous, on vous propose des stages non rémunérés. Et vous dites, non, c'est pas normal, il faut qu'on nous paye. Non. Et vous êtes en train de payer à une école qui vous apprend des compétences théoriques. Les compétences théoriques, ça ne peut pas vous mener loin. Donc, quelqu'un qui vient vous proposer de vous donner des compétences pratiques, c'est-à-dire c'est des compétences qui vous permettent de faire des choses concrètement, cette personne devrait vous faire payer beaucoup plus que l'école. Donc, cette personne vient vous dire, venez apprendre gratuitement chez moi, et vous vous dites que oui, on doit me payer. Pourquoi est-ce que si aujourd'hui on te donnait des objectifs, tu serais capable de les atteindre? Tu ne serais pas capable parce que tu ne sais rien faire. Tu as juste de la théorie dans ta tête. Quand vous démarrez, il faut être humble. Yeah. Et regarde, moi, faut accepter d'apprendre. Tous les gens que je connais qui sont en train de cartonner dans la vie, c'est des gens qui ont travaillé gratuitement plusieurs fois. Ils ont travaillé gratuitement. Mais je comprends aussi que ça fasse mal, hein, parce que c'est pas facile de se réveiller tous les jours, de ne pas être rémunéré. Mais tout dépend de... Est-ce que c'est... Bon, ils ont fait combien d'années à l'école? 12 ans pour avoir le bac. C'était combien? Ils ont reçu combien? Toi, tu as fait 12 ans pour avoir le bac. On t'a rien payé. C'est toi qui sortais ton argent. Je peux comprendre. Tu as fait 5 ans de plus à l'école. Ça te fait 17 ans. Tu as payé. Le gars, il te dit, viens. Pour 6 mois, tu viens pour 6 mois apprendre des choses que tu n'as jamais appris pendant les 17 ans parce que c'est en entreprise que tu vas apprendre les vrais soft skills. Ce que j'aime pas dans l'existence ici au Sénégal, c'est que quand vous venez pour la première fois, parfois on vous considère comme un livreur. Au lieu de vous apprendre des connaissances pratiques. Non, mais ça dépend de là où vous intégrez. Va m'acheter un pinton, va me donner ce truc, ces genres de conneries là. Ça dépend des entreprises. Ça dépend des entreprises. Oui, mais non, ça existe, tout ça, ça existe. On reconnaît, moi je reconnais qu'il y a tout ça. Mais c'est-à-dire que toi, quand tu prends la décision d'aller apprendre quelque part, il faut être sûr que quand je serai là, mais c'est-à-dire, vous êtes là pour apprendre, vous n'apprenez rien du tout, mais bougez, même si on vous paye de l'argent, dans un endroit où vous n'évoluez pas, il faut bouger. D'accord. Parce que c'est de l'argent après qui va vous coûter très cher dans l'avenir. Vous êtes en train de réfléchir à court terme, vous gagnez de l'argent, ok, je suis bien, mais vous n'évoluez pas. Mais à côté, il y a des gens qui ne gagnent rien du tout, qui sont en train de te dépasser en termes de compétences. Et sur le long terme, ça, c'est les gens qui vont être bien payés. Ton entreprise ne va pas évoluer. C'est une entreprise qui va forcément couler dans les années qui viennent parce qu'il n'y a pas d'innovation dedans. Et on sait que s'il n'y a pas d'innovation, c'est un nouvel entrant qui innove, qui va vous balayer. Les jeunes vont vous écouter parce que les étudiants qui viennent de sortir n'ont pas cette mentalité. Souvent, ils sont orientés argent, rémunération. Mais je pense qu'au début, il faut être humble. Maintenant, vous avez développé les compétences. Quels sont les moyens pour trouver du financement et kick-starter son idée de projet? Si vous voulez trouver un financement, vous allez travailler, on vous paye, vous mettez de l'argent de côté. Ok. Et vous allez, il faut, aujourd'hui, je peux vous citer une dizaine de moyens de financement. Ok. Vous pouvez aller faire un prêt bancaire. Vous pouvez aller, mais c'est-à-dire que sauf que chaque truc de financement a ses limites. Le prêt bancaire, il y a des non-dits dedans. Ok. Ils vont vous payer, ils vont vous dire, ok, c'est 10% que vous allez payer, etc. Mais en fait, quand vous faites le calcul, vous allez payer plus de 25% de le truc là commence d'intérêt. J'ai eu au téléphone un gars qui m'a appelé hier. Il a pris un prêt de quoi, je sais pas, 400 000, I don't know. Mais quand il fait le calcul, non, mais il paye. Ça lui revient 600, 700. Yeah, mais c'est quoi, 580, 600 000 par rapport à 400 000.
C'est-à-dire c'est 200 000 de différence. 200 000 de différence par rapport à 400 000 que tu avais pris. C'est quoi? C'est presque 50% d'intérêt. Il faut bien lire les contrats de prêt. Si vous songez vraiment à prendre un prêt... Toi, tu sais, les gens qui font un prêt, ils pensent tellement à l'argent qu'ils vont recevoir qu'ils ne lisent pas. Donc, ne vas pas te mettre dans ça. Après, il y a des petits frais, les frais de service, les frais de... Jamais. Toutes les personnes que j'ai connues qui ont pris des prêts, etc., ils se sont mis dans de sales draps. Quoi. Donc, vous êtes contre l'idée de prendre un prêt? Non, en fait, moi, mon style d'entrepreneur, parce qu'il y a beaucoup de styles d'entrepreneur. Il y a des gens qui veulent faire du growth rapidement, des chiffres, ils veulent être riches très rapidement. Moi, c'est-à-dire, le plus important, c'est pas l'argent que tu vas te faire rapidement. Moi, le plus important dans l'entrepreneuriat que je partage dans mon coaching, c'est quoi? C'est le process. C'est la personne que tu vas devenir. C'est-à-dire la personne patiente que tu vas devenir, la personne qui sait encaisser. La meilleure version de toi-même. Quoi. Yeah. Et c'est ça. Et donc, je ne suggère pas, des méthodes qui te disent, va faire des prêts, va voir les amis, parce que moi, en d'autres termes, galérez-vous, quoi. Non, allez faire le process. Okay. Tu vas travailler, même s'il le faut, tu fais menuisier, tu fais manœuvre maçon, on te paye 2000. Regarde, tu te prives. Tu vas pas prendre les 2000 le soir et tu vas acheter un bon hamburger à 1500 plus une boisson. Plus une canette, et puis c'est bon, le lendemain, tu vas recommencer. Non, tu te prives. Tu vas prendre les 500 que tu vas prendre comme dîner, tu gardes les 1500. Et tu le fais. C'est-à-dire, dans ce process, tu es en train d'apprendre à garder l'argent. Parce que aussi, il te faut de l'intelligence financière. Sans intelligence financière, tu vas beau travailler, mais tu ne vas pas avancer. D'accord. Et quand je dis intelligence financière, c'est 4 étapes. Savoir c'est quoi l'argent, comprendre l'argent, savoir gagner de l'argent, savoir garder l'argent et savoir multiplier l'argent. Surtout, multiplier l'argent. You see? Donc, ça, c'est des choses que tu vas pouvoir. Déjà, quand tu gagnes peu et que tu te prives pour pouvoir, parce que tu as un objectif que tu veux atteindre, tu as un investissement que tu veux faire, c'est-à-dire l'argent que tu mets de côté, ce n'est pas de l'argent que tu épargnes. C'est de l'argent. Il y a différence entre épargner de l'argent et mettre de côté de l'argent. De l'argent que tu vas investir après. Okay? Épargner n'est pas investir. Non. Épargner, c'est pourquoi, je suis salarié. C'est un fonds d'urgence, en quelque sorte. Regarde, en général, épargner, c'est quoi? Bon, je suis salarié, je compte faire ma vie dans cette entreprise après 40 ans de qui je pourrais avoir une grosse somme dans la banque. Après, je pourrais prendre ça, acheter une maison et ce sera une sécurité pour mes enfants. Ça, c'est épargner. Parce que ça dit tu gardes de l'argent sur du long terme. Et après, tu vas te rendre compte que même que cet argent-là, après, tu n'as pas beaucoup d'air. Après avoir, c'est-à-dire tu travailles 40 ans, tu te payes une maison, tu n'as plus rien. Déprécie aussi avec le temps. Ça se déprécie. Aujourd'hui, c'est 1 million. Ce que 1 million pouvait acheter l'année dernière, ça ne peut plus le faire. C'est ça. Le bidon de 5 litres. Il faut investir. Rapidement, le bidon de 5 litres avant la Korité de l'année passée, c'était à 4500 chez le grossiste. Actuellement, c'est à plus de 8000, ça a plus que doublé. Oui. Donc l'argent, la monnaie là, ça n'a pas de valeur. Il faut comprendre que, c'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle la première étape de l'intelligence financière, c'est comprendre l'argent. Okay. Maintenant, est-ce que trouvez-vous l'entrepreneuriat comme de l'investissement? C'est-à-dire, pour moi, l'entrepreneuriat, on ne le fait pas parce que on veut investir, etc. C'est-à-dire, tu deviens un businessman. Moi, dans ce que je fais, c'est quoi? Dans ma tête, c'est quoi? Mais moi, j'ai fait des erreurs et j'ai eu des croyances, quoi. C'était quoi? C'était, bon, pour être riche, il faut aller à l'école. C'est-à-dire, pour s'en sortir dans la vie, il faut aller à l'école, il faut. Mais après, j'ai vu qu'aujourd'hui, ce n'était pas les meilleurs de la classe qui s'en sortent le mieux actuellement dans la vraie vie. Et je me suis dit, mais aujourd'hui, j'ai pu apprendre des choses que l'école ne nous apprend pas. Et malheureusement, il y a énormément de gens qui sont en train de galérer, de se fatiguer. J'ai beaucoup galéré. Donc, ce n'est pas normal que moi, je puisse avoir des informations qui m'ont permis d'aller d'un point A à un point B et je les garde pour moi. Moi, j'aurais pu faire, par exemple, mes compétences en marketing digital, j'aurais pu me limiter parce qu'aujourd'hui, je suis bien avec les entreprises dans lesquelles je suis consultant, avec mon agence digitale, on est bien, quoi. J'aurais pu garder ça et travailler avec les entreprises, on me paye mon truc et puis c'est bon. Mais derrière, je me sens un peu coupable d'avoir des informations que je peux partager avec les gens,
Et je ne le fais pas. Pourquoi je deviens égoïste. OK? Donc, je me dis que ce n'est pas normal d'avoir c'est-à-dire des jeunes qui sont là, qui ont une intelligence, qui en veulent, qui ont des atouts, qui ont du potentiel, etc. et de les laisser comme ça. C'est pas normal. Donc, il faut partager le peu que j'ai. C'est-à-dire, mon objectif, c'est pas de faire d'eux des milliardaires. Ils peuvent être des milliardaires s'ils le veulent, mais au moins, c'est de leur permettre de savoir dans un premier temps qu'ils ont du potentiel et qu'ils peuvent atteindre les limites qu'ils veulent. De leur transmettre l'information. Après, c'est à eux de décider s'ils veulent l'utiliser ou pas. C'est à eux. Ouais. C'est la raison pour laquelle moi, sur les réseaux sociaux, je partage l'information. Pareil pour les gens qui prennent la décision, ils peuvent prendre la décision et puis avancer. Ceux qui veulent continuer à se trouver des excuses, ils peuvent continuer à se trouver des excuses. Mais tôt ou tard, nous, on sait que ces gens-là, ils vont voir des gens profiter de ces informations-là et évoluer. Et bon, ce sera peut-être pas trop tard pour eux, pour essayer de se racheter. OK, on est d'accord. Processus d'acquisition clientèle. Donc là, on a parlé décision, aptitude, mentalité, compétences. Comment on peut acquérir des clients? Il faut apprendre à faire du marketing. C'est quoi le marketing pour vous? Le marketing, c'est résoudre un problème d'une manière rentable. Comment? Résoudre un problème, c'est quoi? C'est des étapes. C'est-à-dire, toi, tu sais que tu as créé ton produit et tout ça. Parce que c'est le marketing normalement qui te permet, dans un premier temps, de détecter un problème qui est là. Okay. Parce que le marketing, il est large. Hein. Les gens, ils pensent que le marketing, c'est venir faire des spots publicitaires. Et puis non, ça, c'est une partie c'est la partie communication du marketing. Bon, les étudiants, la majeure partie, malheureusement, la majeure partie des étudiants qui font même marketing communication dans les écoles, ils savent même pas c'est quoi la différence entre marketing et communication. Et c'est dommage. Voilà. Faut leur dire la différence. Allez, vas-y. Donc, la communication, c'est une composante du marketing. Et dans le marketing, vous avez tout le process qui vous permet de créer un produit, c'est-à-dire de régler un problème de la société d'une manière plus rentable. Exemple, il y a Noël qui vient. Il y a quel problème? Quels sont les différents problèmes que vous avez? Il y a les parents qui veulent acheter des cadeaux à leurs enfants pour leur faire plaisir. Et là, c'est un problème, c'est quelque chose à régler pour eux. Donc, moi, en tant que marketeur, j'ai détecté un problème. Qu'est-ce que je viens avec quoi comme solution? Je vais essayer de créer des jouets qui vont plaire à ces parents-là pour qu'ils puissent faire plaisir à leurs enfants. Donc, détecter un problème, créer une solution. Après la solution, les jouets sont là. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses que les jouets vont se vendre tout seuls? Non. Tu vas communiquer. C'est ça la partie communication. C'est juste une partie j'avais parlé de la différence de marketing et communication. C'est la partie tu communiques ton produit. Donc après la communication, c'est pas parce que les gens sont au courant qu'il y a ces produits-là qui existent que les gens ils achètent. Bon, il y a moi j'ai une seule puce sur mon smartphone. Mais quand même, il y a 4 autres opérateurs, 5 autres qui proposent d'autres puces. Je suis au courant de leur offre et pourtant, je n'ai pas acheté. Donc, la communication à elle seule ne suffit pas. Il faut des skills en vente. Donc, après la communication, tu vends. Après la vente, c'est quoi? Mais c'est pas... Imagine-toi, mon opérateur, il me vend une puce. J'utilise la puce et puis il se dit, bon, moi, je m'en fous comme il a déjà acquis. Mais qu'est-ce que je fais? Si je sens que je ne suis pas considéré, je ne suis pas bien traité, mais je vais quitter, je vais voir ailleurs. Donc, c'est important de fidéliser. Et c'est pourquoi est-ce que c'est important de fidéliser? Quand vous fidélisez, l'acquisition d'un client a un coût. Coût d'acquisition clientèle, on l'appelle. Ouais. C'est quoi? C'est aujourd'hui, pour faire très simple, si vous dépensez 100 000 francs dans une communication et que ces 100 000 francs vous rapportent 10 clients, ça veut dire que chaque client vous a coûté 10 000. C'est lifetime value, quoi. OK? Valeur vie. Yes. Et aujourd'hui, au lieu d'aller courir chaque fois derrière de nouveaux clients et de payer 10 000 pour avoir un nouveau client, mais imagine, tu fidélises les 10 clients qui continuent à te rapporter de l'argent. Tu n'as plus besoin de faire beaucoup d'efforts pour etc. Et si ces clients, le plus truc, c'est quoi? C'est que quand tu fidélises, quand un client est satisfait, il peut te rapporter d'autres clients et tu n'as plus besoin. Mais aujourd'hui, dans le cadre du marketing digital, mais presque je ne démarche plus de clients. C'est un client qui est satisfait ou bien quelqu'un qui voit que je fais du bon travail. C'est votre réputation qui vous crée qui me met en rapport avec un autre client et ainsi de suite. C'est comme ça que je grow. And so, après la vente, c'est la fidélisation. Et après la fidélisation, tu as fait énormément de choses. Dans le cursus marketing, détecter un problème, créer une solution, communiquer la solution, vendre la solution, fidéliser.
Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut évaluer tout ce qu'on a fait. Au moment de faire notre étude de marché pour voir c'était quoi le problème. Peut-être qu'il y avait des informations qu'on n'avait pas reçues. Mais là, on a reçu de nouvelles informations et c'est nous, on a amélioré notre étude de marché. Et les nouvelles informations vont nous permettre d'améliorer le produit. Il y avait des choses qu'on n'avait pas prévues. Ah, les enfants, en fait, dans les jouets, ils aiment avoir ça. Ils aiment ces couleurs-là. Et c'est l'étude de marché qui t'a permis d'avoir ces informations. L'amélioration de ton étude de marché t'a permis d'avoir ces informations. Donc, et ça te permet d'améliorer tout le processus. Ah, dans la communication, dans un premier temps, j'avais juste utilisé les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut améliorer notre communication pour toucher plus de gens? Ah, on va intégrer les flyers. Ouais. C'est pour ça que je dis aux gens, quand vous voyez des enquêtes de satisfaction clientèle, répondez, parce qu'on est en train de vous évaluer, la qualité perçue. Est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Yeah. Mais les gens ne répondent jamais aux enquêtes de satisfaction clientèle. Yeah. Et donc, derrière, tu as l'évaluation pour boucler la boucle et c'est du PDCA, plan do check, amélioration. C'est un cycle d'amélioration continue. Yeah, maintenant, quels sont les livres ou bien des personnes de référence que les gens peuvent lire ou suivre pour approfondir leurs connaissances dans tout ce qu'on s'est dit? Bon, la base, c'est quoi? C'est pour avoir cette conscience entrepreneuriale-là. La base, en général, c'est Rich Dad Poor Dad. Okay. Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. Okay, qui est un classique et qui va jamais se démoder parce que ça, c'est le truc le savoir qu'il a partagé, c'est un savoir qui va jamais prendre des rides. À côté, on a des livres qui sont beaucoup plus adaptés à nos contextes, etc. Parce que nous aussi, on a nos réalités et Kiyosaki n'en parle pas forcément dans Rich Dad Poor Dad. Et Ricardo Kanyama, La chèvre de ma mère, c'est un très bon livre qui parle aussi de finances. On l'appelle même le Kiyosaki africain. Okay? Et lui, il évoque dans son livre pas mal de choses que l'on vit. Tu vois, un jeune qui va travailler durant 5 ans, va épargner 5 millions et puis va mettre ça dans un mariage. Il se marie, il balance tout dans le mariage pour après recommencer de zéro. C'est juste pour après que les gens disent oui, l'événement c'était bon, etc. Faire plaisir à sa femme et puis tout le monde va être content, tout le monde va bien manger, on va les laisser dans leur galère. Ça, c'est des erreurs monumentales que les jeunes font. Et là, il en parle dans son livre là. Et lui, il a eu à se marier, il n'est pas passé par ça, il a contourné ça et ça lui a permis de démarrer un business parce qu'il avait épargné quelque chose comme $2 500. C'est quoi? C'est OK, voilà quoi, c'est pas mal d'argent. Plus d'1 million de CFA. Et donc, ça lui a permis de démarrer un petit business. Sa femme l'a compris et c'est comme ça qu'ils ont pu fructifier quelque chose. Ça, c'est des trucs. Et après, les livres de marketing, il y en a pas mal aussi. Hein. Il y a les livres de Seth Godin, de Purple Cow, La vache pourpre. C'est ça, le marketing. C'est les livres de Seth Godin. Il y a les livres de business aussi avec quoi encore? J'aime bien de l'excellence, Good to Great, de la performance à l'excellence de Jim Collins. J'aime bien ça, quoi. Il y a le livre de Stan Leloup en marketing aussi, son empire dans un sac à dos, ton empire dans un sac à dos. Il y a le livre Olivier Roland aussi, qui est pas mal aussi. Comment ça s'appelle encore le livre là? Tout le monde n'a pas eu la chance d'échouer ses études. Il y a énormement de livres. Il faut aller dans les librairies. On va mettre toutes ces références dans les show notes. Il y a pas mal de... Maintenant, on va faire une petite rétro-inspection. Est-ce que vous avez une peur ou une insécurité que vous essayez de combattre actuellement? La peur? Oui, vous avez une peur? Oui, mais en fait, avoir peur, c'est tout à fait normal, quoi. Moi, Qu'est-ce qui vous empêche de dormir ces temps-ci? Qu'est-ce qui m'empêche de dormir? C'est-à-dire de ne pas pouvoir c'est-à-dire atteindre les objectifs que je me suis fixés envers le monde, quoi. Moi, dans ma tête, j'ai des objectifs, je n'ose même pas les dire, mais j'ai de grands objectifs, et c'est-à-dire qui me font peur. Vous êtes trop exigeant envers vous-même. Oui, je suis très exigeant envers moi. Et c'est tout à fait normal. Je suis perfectionniste, très exigeant envers moi-même. Et aussi, j'ai de très grands objectifs. Et c'est des objectifs qui me font peur. Et là, je me dis, mais... Là, et comment vous faites pour gérer cette peur? C'est-à-dire, en fait, ça, moi, je fais mon possible pour toujours me mettre dans la pression. Ouais.
Je suis d'accord. C'est-à-dire, je me mets toujours dans une position qui me pousse à avancer. Je ne peux même pas m'arrêter. Parce que si je m'arrête, par exemple, il y a pas mal de choses qui vont me tomber dessus. Il faut que je continue à avancer. Parce que, c'est-à-dire, moi, quand j'avance, je ferme les portes derrière. C'est ça. Je me dis que la seule issue, c'est l'issue qui est devant. Je pense qu'on partage la même personnalité. Dès que j'entre c'est-à-dire, dès que j'entre c'est-à-dire, je franchis une porte, cette porte-là, je me retourne pas. C'est-à-dire, je prends un cadenas, je boucle la porte. Il n'y a plus possibilité de sortir par cette porte. Et donc, la seule possibilité, c'est de continuer d'avancer. Vous vous mettez intentionnellement dans des situations difficiles parce que vous savez qu'à la fin, vous en sortirez meilleur. Yeah. Et c'est compliqué, je sais que c'est compliqué, mais c'est la pression qui va... Et c'est bien. Il y a pas mal de gens qui disent, oui, moi, je suis dans une entreprise, on me met la pression, on me fixe des objectifs. Mais sans cette pression, tu ne travailles pas. On doit te fixer des délais pour que tu puisses délivrer. Et on veut ça, mais dans tel délai, dans 3 jours. Et tu es là, non, comment est-ce que... Moi, j'ai été dans pas mal d'entreprises en consultance. Tu vois, des gens, des commerciaux, on leur donne des aides. Faites-nous 1000 ventes en 1 mois. Non, on veut nous tuer. Non, ils le font exprès parce qu'ils veulent nous virer. Et au final, au pire des cas, tu vas faire 500 ventes. Mais si on ne t'avait pas dit de faire 1000 ventes, c'est-à-dire, si on t'avait dit, oui, fais-nous le nombre de ventes que tu veux, tu serais dans ta zone de confort, tu prends ton temps, tu fais 50 ventes et tu dis... Mais c'est parce qu'on t'a mis la pression et qu'on t'a demandé 1000 ventes, tu t'es cassé la tête, tu as fait ton possible et ça t'a permis de faire 500 ventes. Et même avec 500 ventes, c'est déjà bon. Ça dépasse même tes espérances parce que si on t'avait laissé librement la possibilité de faire ce que tu veux, de prendre ton temps sans pression, tu aurais fait 50 ventes. Je suis d'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous aimez le plus dans l'entrepreneuriat et qu'est-ce que vous haïssez le plus? Dans l'entrepreneuriat, c'est la personne que je deviens, ça. Qu'est-ce que vous haïssez le plus dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que je haïs le plus dans l'entrepreneuriat? Non, il faudrait que j'y réfléchisse, quoi. Mais je ne sais pas. J'ai une supposition. Bon, j'imagine que vous êtes très exigeant. Et quand vous travaillez avec les gens, est-ce que ça arrive que vous dépassez en fait cette ligne rouge-là? Parce que tout à l'heure, vous parlez de pression, mais trop de pression tue la pression. Donc, non, comment vous gérez ça? Bon, il y a des situations, c'est-à-dire que moi... Parce que moi, je suis comme ça. C'est-à-dire, moi, une personne... Je me regarde tout le temps avec Flow. Moi, quand je travaille avec une personne qui ne veut pas faire d'efforts, qui ne veut pas... C'est-à-dire, qui ne fait pas... Quand je dis faire d'efforts, c'est-à-dire que... toi, tu attends... Tu ne prends pas d'initiative. Tu attends qu'on... Tu es trop opérationnel. Tu ne prends pas d'initiative, tu ne fais aucun effort, tu attends qu'on te dise fais ça pour le faire, etc. Tu ne fais pas, c'est-à-dire tu n'essaies pas de te débrouiller. Parce qu'un entrepreneur, ou bien même pas c'est-à-dire quand vous avez besoin de quelque chose, mais tu n'es pas obligé d'aller téléphoner une personne pour lui demander. Va demander à Google. Mais débrouille-toi dans un premier temps. Et si tu n'as pas d'issue, essaie de trouver d'autres solutions. Mais il y a pas mal de gens. Je ne vois pas la solution, donc je m'assois et j'attends. Ça, c'est des genres de... C'est-à-dire que ça, c'est des comportements que je ne peux pas supporter. Je ne peux pas. C'est compliqué. Mais après aussi, il y a des gens à qui on n'a jamais appris cette compétence, ces skills. Après, regarde, oui, c'est ça. Ça, je comprends. Ouais. Moi, dans un premier temps, je suis très flexible, etc. Quand tu viens de démarrer. Oui, c'est ça. Voilà quoi. Empathie, passion, compassion. Il n'y a pas de souci. Je te donne un délai. Mais après ce délai-là, tu continues, tu ne changes pas. Donc ça, c'est-à-dire les personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités pour changer, qui ne changent pas, ça, c'est des personnes voilà quoi, c'est compliqué de le dire, mais je ne peux pas les supporter. Ok, je comprends. Je ne peux pas. On ne peut pas travailler ensemble, quoi. Il faut aller voir, il faut aller dans une entreprise et... parce que moi, quand je travaille avec une personne, en général, je te dis, mon ambition, ce n'est pas de te retenir ici pour la vie. Ma fierté serait que toi, tu puisses acquérir toutes les compétences qu'il te faut pour démarrer ton propre business et ça permet à l'économie de tourner parce qu'aujourd'hui, c'est comme une maison, quoi. Un père
n'a pas d'enfant pour avoir comme ambition de les retenir dans la maison pour la vie. S'il y a pas, il y a aucune. C'est-à-dire, la fierté, c'est quoi? J'ai élevé des enfants qui sont devenus quelqu'un, des modèles, etc., qui sont allés fonder d'autres familles, des familles qui sont des exemples, etc. C'est ça. Ok. You see? Et donc, quand je vois une personne qui ne veut faire, c'est-à-dire aucun effort, qui veut toujours se reposer sur, qui sort toujours des excuses, je dis, bon, essaie d'aller trouver un travail où tu n'as pas de pression. D'accord. Voilà. J'ai suivi une interview avec Falilou où vous parliez de votre femme. Vous êtes marié, c'est ça? Yeah. Oui. Quelles sont les leçons que votre femme vous a apprises? Et est-ce que votre vision de l'entrepreneuriat a changé quand vous êtes marié? C'est-à-dire qu'avant d'être marié, on prend plus de risques, en fait. Okay. Mais une fois qu'on est marié, on a des responsabilités. Et puis, avec madame qui est là, c'est-à-dire, tu ne peux plus te comporter comme si tu étais seul. Okay? Il y a madame qui est là, après il y a les enfants. Bon, comment vous trouvez le juste équilibre? Hein? Comment vous trouvez le juste équilibre? Vous êtes du genre à allez, bosser. Oui. Je regarde, bon, j'ai la chance de travailler dans le même immeuble où j'habite. Ah, okay? Super. Et aussi, c'est-à-dire, c'est dans la communication. Parce que dans la majeure partie des cas, l'erreur que nous faisons, c'est que nous n'abordons pas les sujets délicats avant le mariage. Ok. Par exemple? Quand je dis les sujets délicats, exemple, moi je suis un hard worker, un gars qui c'est-à-dire qui est comme un poisson dans l'eau quand il est en train de travailler, etc. Ok, j'ai enchaîné ma journée depuis le matin, etc. Mais je suis là parce que je fais ce que j'aime, j'ai partagé. Ok, je suis normal et puis nice, quoi. Donc, quand tu es avec une autre personne qui n'est pas dans le même mindset, voilà, dans le même mindset, etc., qui est dans le mindset, oui, je suis une personne équilibrée parce que, bon, ma femme, elle est plus dans ça, elle est plus dans l'équilibre, comment doser les choses. Ouais. Moi, je suis dans le déséquilibre total. Extrémiste. Je ne recherche pas une certaine équilibre dans ma vie. Moi, je recherche des extrêmes, quoi. Et donc, il faut aborder ces sujets et lui dire qu'en tout cas, il faut comprendre que être avec moi, il faut comprendre que moi, je suis le genre de personne qui veut me sacrifier. Pendant 10 ans, je travaille, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de gaspillage d'argent, il n'y a pas de oui, on va aller en vacances dans tel pays, prendre l'avion, etc. Ça, non, je préfère, c'est-à-dire me priver de pas mal de choses. Je préfère faire de très longues journées. Mais il faut que tu comprennes que c'est pour notre bien. À un moment donné, ça nous permettra d'avoir un système qui puisse rouler, même si on n'est pas là. Et là, on pourra se faire des voyages, on pourra se faire, etc. Et là, si tu parviens à lui faire comprendre ces enjeux-là, mais en général, les femmes, même si elles te disent oui, ok, je comprends, let's go, etc. Un peu dedans, voilà quoi. Elles commencent mais bon, voilà quoi, ça commence à trop. Bon, mais toujours, c'est chaque fois. Il faut revenir sur la discussion. Pensez-vous que vous êtes marié à votre business et que votre femme peut être jalouse du fait que vous êtes marié à votre business? Ma mission fait partie de moi, de ma raison d'être. Ok. Mon business, moi, c'est-à-dire mon business, c'est une mission pour moi et ça fait partie des choses qui font de moi une personne normale parce que c'est-à-dire sans le travail, sans ma mission, sans le fait d'impacter, sans aujourd'hui, on m'enlève cette possibilité de pouvoir échanger avec les jeunes, de pouvoir partager du contenu, de pouvoir donner de la valeur. C'est-à-dire, on m'enlève une partie de moi. Et c'est-à-dire, moi, je ne sais pas d'enlever une partie à ma femme et ma femme ne sait pas Parce que c'est quoi? Le mariage, c'est quoi? On s'unit pour former quelque chose, pour créer une synchronisation, etc. Je sais pas de temps. C'est-à-dire, j'essaie de t'aider, de t'aider à t'accomplir, à être la meilleure version de moi-même. On se complète, quoi, voilà. Mais on ne se change pas. Effectivement. Je sais pas de te changer. J'essaie de t'aider à être la meilleure version de toi-même, etc. Donc, parfois, il y a plein de choses. C'est parce que je me suis marié, c'est parce que j'ai une femme qui prête attention à des choses que moi, je ne prêtais pas attention, qui me disent, alors, en fait, sur ce point-là, je pense que tu devrais améliorer ça. Je veux ça. Et ça te permet de devenir une meilleure personne. Et depuis que je me suis marié, il y a pas mal de choses qui se sont améliorées dans ma manière de gérer les relations avec mes collaborateurs, avec les gens que je connais, etc. Parfois, je peux être très remonté contre une personne et vouloir prendre une certaine décision. Et
a ma femme qui vient apporter cette dose d'équilibre et qui me dit, OK, attends, calme-toi. Toi, tu veux faire les choses comme ça. Mais, et si tu le faisais de cette manière-là? Et là, je me mets à réfléchir et je me dis, ah non. Et il m'arrive la plupart du temps, quand madame vient me dire, OK, regarde, ça, si tu le fais, ce serait une erreur. Non, ce serait... Automatiquement, je me pose, je me dis, mais quand je suis une personne qui est très réfléchie, voilà, qui sait pas, je me parle beaucoup. Je me parle à moi-même beaucoup. Dans un premier temps, on peut être là en train d'échanger et je me pose d'une manière très farouche. C'est-à-dire, ça me permet quand même de vous pousser à défendre du mieux que vous pouvez les arguments que vous sortez. Mais quand je vais me mettre dans mon coin, je prends en compte tout ce que vous avez dit et je reviens. Et là, c'est-à-dire, je sais, quand je suis avec moi-même, j'essaie d'être le plus objectif possible. Okay. Et si je me rends compte que ce qu'on m'a dit, c'est vraiment la bonne décision à prendre, je reviens et vous dis, finalement, c'est ce que vous m'avez dit là, c'est là. Et avec madame, c'est comme ça, quoi. Dans un premier temps, elle peut me dire, et je me pose, non, c'est pas ça, je vais faire les choses, etc. Mais après, quand je viens, je vais me poser et puis je reviens. Bon, finalement, on fait ce que tu as dit. Hein. Pas de souci. Ouais, c'est bien. Maintenant, si vous devez déjeuner avec une personne, morte ou vivante, que choisirez-vous? Qui choisirez-vous, je veux dire? Une personne de référence avec qui vous voulez déjeuner, morte ou vivante, ce serait qui? Déjeuner avec une personne morte ou vivante? Même passer une journée avec une personne qui vous a inspiré. C'est vrai que j'ai jamais pensé à ce genre de questions-là. Avec qui vous aimeriez? Il y a pas mal de personnes inspirantes ici au Sénégal, à l'extérieur, avec qui, ou bien qui sont mortes, avec qui j'aurais aimé... Par exemple, donnez-moi un nom. Je sais pas. Bon, juste un seul nom. Au Sénégal, j'aurais bien... C'est-à-dire, bon, un Sadio Mané, j'aimerais bien... Voilà, quoi. J'aurais bien aimé passer une journée avec lui. Même juste une journée, c'est beaucoup. Juste quelques heures avec lui, lui poser des questions. Okay. Un Babacar Ngom, un Youssou Ndour. Des gens qui impactent. À l'extérieur aussi, il y a pas mal de gens. Non, à l'extérieur, c'est un Grant Cardone. Quoi. OK. Grant Cardone, je connais Grant Cardone. Aux États-Unis, c'est Grant. Ok, si c'est Grant, he's amazing. C'est-à-dire, ça, c'est la personne que je peux écouter toute une journée sans me lasser. Je comprends maintenant votre philosophie d'entrepreneur parce que vous êtes un fan de Grant Cardone. Là, je comprends mieux. Maintenant, juste deux questions avant qu'on boucle. Si vous aviez un bâton magique capable de changer le monde, quelles sont les 3 choses que vous allez changer? 3 things. 3 things that you will change in this world. Avec vos formations, vos rencontres avec les jeunes, avec votre expérience, quelles sont les 3 choses les 3 choses auxquelles, si vous les changez, pensez-vous vraiment que ça va changer le monde? Je change la méthode d'éduquer les gens. L'école, c'est-à-dire le système de l'école conventionnelle. Je change ça. OK. Qu'est-ce que je change encore? Si vous changez la méthode d'éduquer les gens, je change. Mais normalement, si je change cette méthode, j'ai tout changé quoi avec ça. Parce que tout part de l'éducation, c'est-à-dire quand on a une bonne école, on sort des gens qui ont un bon mindset. Et quand on a des gens qui ont un bon mindset avec des idées qui sont clean, etc., le monde change quoi. Ok, l'éducation. Après, deuxième chose. Est-ce qu'il y a autre chose quand tu changes, quand tu changes les gens à travers l'éducation, est-ce qu'il y a autre chose à changer? Ok, comme vous voulez. Il n'y a plus rien à changer. Regarde tout. C'est pas pour rien que la première sourate, c'est quoi? Iqra. Éduque-toi. Non, c'est tout part de là. On va parler de oui, il faut chercher à manger, je fais un bâton et tout le monde a de quoi manger. Quand les gens sont bien éduqués, ok, quand il y a l'éducation qui est là, tu sais que tu as le mindset pour aller. Mais avant, comment est-ce que Adam et Ève ont fait pour vivre? Les premiers hommes, comment est-ce qu'ils faisaient pour vivre? Mais ils ont le mindset, ils savent que, ok, ce que je dois manger, je dois aller trouver ça. C'est pas un président. Mais imagine-toi, les premiers hommes, au temps du préhistoire, etc. Ils attendent un président de la République qui vienne leur donner, qui vienne diminuer, qui vienne faciliter la possibilité d'attraper un gibier. Mais c'est du n'importe quoi. C'est pas un président qui va changer ta vie.
Ça, c'est impossible. Ça n'existe c'est-à-dire dans aucun pays. Le président, c'est pas le président qui change la vie directement des gens, qui vient donner aux gens à manger. Donc, si les gens, tout parle de l'éducation, quand tu as les bonnes informations dans ta tête, et quand je dis éducation, une bonne éducation, c'est recevoir les bonnes informations dans la tête qui te permettent de changer, d'avoir des soft skills et des hard skills. Soft skills, c'est plus important que hard skills. Soft skills, c'est des compétences personnelles. Ouais. OK, moi, je suis une personne, OK, je réfléchis, je suis une personne qui prend des initiatives, je suis une personne qui se débrouille, je suis une personne qui n'attend jamais personne, je suis une personne qui est force de proposition. Ça, c'est des soft skills, même en entreprise. Actuellement, quand on t'appelle pour un entretien, les bons RH, ils sont à la recherche de personnes qui ont des soft skills. Oui. Et les hard skills, ça peut se travailler facilement, quoi. Mais les soft skills, c'est votre attitude qui va déterminer votre altitude, pas forcément votre compétence. Pour moi, c'est-à-dire, tout passe par l'éducation. Si les gens ont la bonne information dans leur tête, c'est une, et qu'ils passent à l'action, mais le monde devient meilleur, forcément. Super. Dernière question. Quelle influence aimeriez-vous laisser dans ce monde? C'est-à-dire, l'impact que j'aimerais laisser dans ce monde, c'est quoi? C'est, comme je l'ai dit, hein, c'est permettre à un maximum de jeunes, pas un maximum de jeunes, OK? C'est à un maximum de personnes, OK? D'exploiter leur potentiel. D'accord. En tout cas, Emmanuel Arthur, je vous remercie. Et je vous apprécie et je vous respecte. Je vous suis depuis quelques temps sur les réseaux sociaux. Je sens que vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup, qui éduque, qui enseigne, qui partage. Et que vous avez ça dans le sang, en fait. Même tout ce qu'on s'est dit, c'est dans le sens d'aider, de partager. Nous aussi, c'est ça notre vision des choses. On est là pour s'inspirer avant d'expirer. Et je vous félicite et je vous encourage. Et je sais que vous irez loin, ça sans doute. Yeah. Vous avez parcouru un long chemin. Vous avez un long chemin à parcourir. Mais tout va bien se passer. Un dernier mot avant qu'on boucle? Bon, moi, j'aimerais te remercier pour cette invitation et j'ai trouvé l'idée très originale quand j'ai parcouru tes contenus, etc. Et ce que tu fais. Mais je me suis dit, mais le gars là, il a des idées d'extraterrestres. Il vient c'est-à-dire dans un environnement où les gens, ils ont pas cette culture de partager du contenu ayant de la valeur, du contenu avec des idées, etc. Et lui, il vient, il se dit, OK. C'est-à-dire, moi, je te vois comme un Jeff Bezos en 94 qui vient, qui lance, qui vient, l'Internet est même pas très développé. Il vient, il dit, bon, moi, je me lance dans le e-commerce, quoi. Les gens, ils le prennent pour un fou, mais toi, tu te lances dans un business où, voilà, toi, le moteur pour que ça passe, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il y ait Internet, au moins. Alors que les gens, ils ont pas tout le monde, il n'y a pas tout le monde qui a Internet. Qui va acheter? Donc, c'est une vision. Et donc, c'est-à-dire, quand je dis ça, c'est qu'ici, il y a des gens qui sont là, qui sont à la recherche de contenu de qualité. Mais c'est vrai que, en général, quand on réfléchit à mettre en place, quand on veut mettre en place ce genre de contexte, de concept, on est rapidement découragé par l'environnement quand tu vois que les gens... Moi, je regarde même pas les nombres de vues. Je fais ça. Même s'il y a une seule personne qui regarde, ça me suffit. Moi, au début, c'était comme ça avec mes lives. C'est-à-dire que c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a quelque chose qui pourrait te décourager, c'est que moi je vois des gens qui produisent du contenu sans valeur, du contenu divertissant, humoristique et qui se font énormément de vues, etc. Ça, c'est des choses qui pourraient décourager quelqu'un qui produit du contenu éducatif très intéressant à haute valeur ajoutée, etc. Et c'est ce que tu dis là. Moi, quand j'ai commencé la création de contenu, c'était quoi l'année dernière? Au début de l'année dernière, début 2021, c'était quoi? Bon, j'avais un peu 1000 personnes qui me follow. Mais j'ai commencé avec 1000 personnes, j'ai commencé mon concept de live. Au début, c'est quoi? C'est une personne, deux, trois. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est le processus. Mais et comme tu as dit, hein,
moi, je ne m'arrête jamais sur le nombre de followers, etc. Un bon jour, même sur TikTok, etc. Moi, parfois, j'ai des gens qui viennent, j'ai des réactions, des commentaires. Sur TikTok, un gars qui vient me dire, non, toi, tu partages du contenu qui est très intéressant, mais malheureusement, tu n'as pas beaucoup de followers. Tu me dis, malheureusement, c'est pas malheureux ça. Les gens, voilà, il y a quelques followers qui sont là. C'est-à-dire, tu as juste besoin d'une personne qui croit en toi pour pouvoir avancer dans la vie. Et moi, c'est un bon jour. Parfois, il y a madame qui vient. Mais toi, là, tu vois ton compte, là. Tu as tant de follow. Moi, j'ai pas de followers, moi. Moi, j'ai une communauté. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je poste et je ghost. Voilà. Post and ghost. OK. Et regarde, il y a pas mal de... Aujourd'hui, ma publication d'aujourd'hui, j'ai pas encore aimé, etc. Donc, je comprends. Je peux voir des réactions comme ça, mais j'ai pas aimé. Parce que j'ai des choses à faire que j'ai programmées dans la journée. C'est la priorité. Tu fais ce que tu as à faire. Et c'est-à-dire, c'est comme un process. Non, pas... Je dis, c'est-à-dire, c'est comme une plante que tu sèmes. Tu mets une graine. Quand ça pousse dedans, c'est-à-dire, tu t'en rends pas compte. Mais une fois que ça sort, mais la plante, le développement va... C'est-à-dire, c'est comme ça. Hein. Tu viens un bon jour, tu vois les choses qui explosent en fait. Moi, j'ai eu à gérer le compte le compte YouTube d'un client. Au début, il ne voyait rien du tout, mais ça travaillait. Nous, on gérait le compte. Mais un bon jour, il m'a appelé. Manu, tu as vu le compte? On est à 50 000 abonnés. Non. Le nombre de vues, on a en tout 1 million de vues, etc. Et je dis, en fait, c'est comme une graine que tu plantes. Quand ça travaille dedans, tu ne vois rien du tout. Sois intentionnel, fais les choses juste. Mais une fois que ça sort de terre, c'est-à-dire, ça va tellement te donner des fruits, des feuilles, etc., que tu vas couper. Tu vas vouloir en donner aux autres parce que c'est comme ça. Tu laisses le truc, ça, c'est en train de travailler. C'est en train de travailler. Et il faut être très patient. Ouais. Écoutez bien, Emma. En tout cas, merci. Comment les gens pourront entrer en contact avec vous? Et vous avez une formation, donc vous êtes en train de préparer. Il faut savoir que déjà, pour les jeunes, les entrepreneurs qui veulent se former, j'ai la plateforme businessexpertise.com où nous proposons des formations dans 3 pôles, marketing digital, entrepreneuriat et soft skills. Et en parallèle aussi, nous proposons des formations en présentiel. En général, avant de mettre des formations dans la plateforme, nous les testons aussi en présentiel. Et je suis sur un programme de formation. Et là, en août, on va avoir une formation en marketing digital de 1 mois. OK, une session de marketing digital de 1 mois. Moi, je suis pour me contacter, même pas besoin d'un numéro, etc. Vous pouvez aller sur Facebook. J'en connais quelque chose. J'ai une page Facebook. J'ai une page Instagram. J'ai un compte Instagram. Facebook, j'ai un compte, j'ai une page, mais plus réactif sur la page Facebook. Page Facebook, compte Instagram, compte TikTok. Et LinkedIn aussi, je suis sur LinkedIn et je suis sur Twitter. Donc, mais bon, beaucoup plus réactif sur Instagram. Je mettrai tous les liens en bas. Donc, beaucoup plus réactif sur Instagram. Il n'est pas difficile à avoir. Moi, je vais envoyer un message. Bon, oui, on fait ça quand? Mercredi. Let's do it. C'est fini, quoi. Non, moi, je ne suis pas dans les trucs de protocole. J'ai un créneau. Aujourd'hui, j'ai parlé avec quelqu'un qui a son business, etc. On s'est parlé, etc. Elle m'a expliqué un peu ce qu'elle fait, etc. Bon, j'ai un créneau demain. Est-ce que le créneau... Oui. On avance. Pourquoi? Il ne faut pas trop de protocole. En tout cas, c'était Emmanuel Arthur avec Habib Sall au Cercle d'Influence. Thank you. Comme vous savez, ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. À la prochaine. Et en attendant, soyez unique, soyez légendaire. We out. Yeah, thanks. Thanks, man. Thanks.